Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission qui donne la parole à vos députés. Cette semaine, on a la chance de discuter avec un député qui était un avocat reconnu auprès de la communauté juridique et aujourd'hui, on le connaît comme député de Fabre. Mesdames et messieurs, bienvenue à la parole aux élus. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit M. Gilles Ouimet en studio. Bonjour. Bonjour, Mme Duranceau. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Vous êtes député de la circonscription de Fabre et en fait, pour un deuxième mandat depuis avril 2014, vous êtes le député de Fabre et vous avez pratiqué le droit pendant plus de 20 ans avant de faire votre saut en politique. Alors, décrivez-nous brièvement votre cheminement avant qu'on vous découvre comme député de Fabre. En fait, essentiellement, je suis un criminaliste, c'est-à-dire j'ai pratiqué le droit criminel tant en poursuite qu'en défense pendant plus de 20 ans. J'ai également été longuement impliqué dans l'administration du Barreau du Québec et j'ai occupé les fonctions, entre autres, de bâtonnier du Québec en 2010-2011. Et c'est ce qui m'a amené à m'impliquer en politique en 2012. Tranquillement. Et vous avez reçu de belles reconnaissances professionnelles. D'ailleurs, je voulais les souligner. Entre autres, une citation dans le répertoire Best Lawyers au Canada, meilleur avocat au Canada. Et en septembre 2012, la distinction avocat émérite du Barreau du Québec. Qu'avez-vous fait peut-être pour mériter ces récompenses, selon vous? En fait, je suis mal placé pour répondre à cette question-là. J'aimerais mieux que vous la posiez à ceux qui m'ont décerné ces reconnaissances. Mais non, mais en fait, c'est vous avez travaillé en grande fort. partie pour mon travail comme criminaliste. J'ai été co-auteur d'un ouvrage qui est un ouvrage de référence en matière criminelle, un code criminel annoté, avec l'honorable juge Guy Cournoyer, qu'on a publié ensemble pendant plus d'une dizaine d'années. Et aussi mon implication au barreau dans l'administration, au conseil d'administration du barreau, pendant de nombreuses années. On contribué à ça, et reconnaissance. Et avec une telle reconnaissance du monde juridique, pourquoi, expliquez-nous pourquoi partir de votre fonction d'avocat et devenir en politique? Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné ce goût-là? En fait, je me considère un citoyen engagé. Okay. J'ai toujours été intéressé, j'ai toujours suivi la politique. Bien que jusqu'en 2012, je n'étais pas impliqué activement auprès d'aucun parti. En fait, j'ai l'habitude de dire que jusqu'en 2012, j'étais un non-aligné. Un non-aligné, OK. Je n'appartenais à aucune formation, je n'adhérais à aucune formation en particulier. Mais on doit dire aussi que vous étiez assez occupé aussi, fait qu'on comprend, là, c'est assez prenant. Oui, mais en même temps, je pense que les gens occupés, quand vous avez besoin de confier un travail à quelqu'un, on dit donnez-le à quelqu'un d'occupé, il va être fait plus rapidement que quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est vrai. Alors, je pense qu'on trouve toujours le temps quand on veut s'occuper d'une cause ou d'un travail en particulier. Alors, pour moi, j'estime que, comme citoyen, on a une responsabilité de s'intéresser à la politique. En fait, parce qu'on parle de politique, il ne faut pas l'entendre au sens partisan du terme. La politique, c'est tout. La politique, c'est la vie, parce que tout est une question d'enjeu politique. Tout ce qui concerne notre vie, notre société, est un enjeu politique. Donc, une cause qu'on peut défendre, des principes qu'on peut défendre, faire valoir. Et donc, c'est pour ça. La politique, l'implication politique sert à débattre, défendre ces causes-là, les faire avancer. Et j'estime que, comme citoyens, nous avons une responsabilité. Nous devons tous nous intéresser à ces enjeux. On ne peut pas tous se présenter en politique et on ne peut malheureusement pas tous être élus à l'Assemblée nationale. Mais on a tous la capacité et, j'estime, le devoir de s'intéresser à ces enjeux, à ces questions. Et c'est un peu comme ça, où en 2012, au terme de mon implication, après mon mandat comme bâtonnier du Québec, j'estimais que j'avais peut-être quelque chose à apporter en offrant mes services
à mes concitoyens dans le rôle de député. Et vous disiez aussi qu'avant d'embarquer dans la politique, vous étiez associé à aucun parti, mais comment est-ce que votre vision, à vous, va aider à peut-être changer les choses, vu que vous avez une vision peut-être un peu différente, moins partisane et plus... je ne sais pas quel terme on pourrait bien utiliser pour décrire ça. Là. En fait, je pense que toutes les personnes qui se présentent en politique, toutes les personnes qui veulent s'impliquer en politique active, ont tous le même souhait de changer les choses, de contribuer à faire évoluer le monde. Je pense que ça, c'est un rêve, une vision que tout le monde partage. Vous faites référence au fait que j'ai eu une approche peut-être moins partisane du fait de mon... je n'avais pas d'affiliation politique. J'ai tout de même décidé, en 2012, lorsque j'ai levé la main pour me déclarer disponible, j'ai fait le choix de me joindre au Parti libéral. Et c'est un choix que j'ai fait sur la base des valeurs fondamentales de ce parti. À l'article 1 de la Constitution du Parti libéral, on y énonce les valeurs fondamentales du Parti libéral, et ce sont mes valeurs fondamentales qui, je pense, rejoignent en très, très grande partie les valeurs de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. À la différence, par exemple, du Parti québécois, où à son article 1, on affirme l'attachement ou le désir de réaliser l'indépendance du Québec, qui est un souhait, qui est une option tout à fait légitime qu'on peut souhaiter défendre. Moi, je préférais adhérer à des valeurs comme la justice sociale, l'équité intergénérationnelle, le développement économique qui se fait dans le respect des autres valeurs, l'importance du français au Québec. Bon, il y a toute une série de valeurs fondamentales qui sont énoncées. Et donc, ce sont ces valeurs que j'ai choisi avant tout de défendre dans mon action politique. Et c'est comme ça que j'ai fait le choix du Parti libéral. Et comme avocat aussi, votre rôle était de représenter des clients, représenter des gens en général. Et la vie politique, est-ce qu'on peut dire que c'est assez similaire, vu comme vous disiez, on doit représenter, on veut aider les citoyens, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même similaire, avocat politique ou... En fait, c'est pas tellement avocat politique comme avocat député. OK, oui. Le rôle de député est effectivement très, très semblable. À mon point de vue, c'est... évidemment, il y a des nuances, mais ce sont des rôles très similaires que celui d'avocat quand on représente des gens et député où on représente toute une circonscription. Et donc, on défend l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt public. Un des rôles importants des députés, c'est d'aider les concitoyens dans leur relation avec l'administration publique. S'assurer que l'administration publique, les services rendus par les différents ministères et organismes publics sont faits conformément à la loi, conformément à la mission de l'organisme, dans le respect des citoyens. Alors, c'est ça le rôle du député. Donc, on a un rôle de défendre les intérêts de nos citoyens face à l'administration publique et aussi, évidemment, de véhiculer les messages de l'administration publique et contribuer à ce que nos concitoyens comprennent les rouages de l'administration publique. Alors, ce rôle-là peut s'assimiler au rôle de l'avocation. Et qu'est-ce qui serait peut-être différent? Du côté de la politique? En fait, différent, c'est que, contrairement à l'avocat qui va représenter une personne, où là, ça va être, on va défendre les intérêts d'une personne en particulier, on n'a pas ce rôle-là. Comme député, même si on va aider un concitoyen en particulier, on n'est pas son avocat. On n'a pas à défendre l'intérêt de cette personne-là en particulier au détriment de l'intérêt collectif, parce qu'on reste le représentant, dans mon cas, de 47 000, 48 000 électeurs dans la circonscription. Je devrais dire la merveilleuse circonscription de Fabre. Oui, qui est aussi proche du bord de l'eau, mais... Oui, moi, je suis choyé comme député de l'extrémité ouest de l'île de Laval, une des 6 circonscriptions de l'île de Laval, et la plus belle. C'est bon, ça. Et quelles sont les qualités, selon vous, d'un bon député? Faut aimer les gens, parce que être député, c'est avant tout être à l'écoute, au service de la population. On est en interaction avec les gens quotidiennement. Et
pour moi, donc, ça, c'est une qualité absolument essentielle, une qualité d'écoute, de communication qui viennent avec ce rôle-là. C'est une qualité essentielle. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. Une personne sensible aux autres, au bien-être des autres, de la collectivité, à l'écoute, disponible. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être... Bon oui, c'est ça. Et c'est difficile, je pense, englober tous ces points-là, mais je pense que vous êtes, vous êtes là. Et vous occupez également la fonction de président de la Commission des institutions. Dites-nous un peu sur quel dossier vous travaillez présentement. En fait, vous permettez simplement d'expliquer oui, que l'Assemblée nationale, les gens peuvent avoir vu la période de questions. Ça, c'est l'Assemblée, les 125 députés qui siègent ensemble. Il y a la période de questions. C'est l'aspect le plus connu des travaux de l'Assemblée, mais qui est une toute petite partie de nos travaux. Portion. La plus grande partie du travail qui se déroule à l'Assemblée nationale se fait en commission parlementaire. Il y a 9 commissions sectorielles qui ont différentes compétences, dont la commission des institutions qui a compétence en matière de justice, en matière de sécurité publique, par exemple, et tout ce qui se rapporte aux institutions démocratiques de notre société. Alors, cette commission-là, que j'ai le privilège de présider depuis le mois de mai 2014, donc, on travaille sur les projets de loi dans les matières qui relèvent de notre compétence. Nous venons tout juste de procéder à l'étude et à l'adoption ultimement du projet de loi pour permettre de récupérer les sommes payées injustement suite aux manœuvres de lesive ou de fraude en lien avec ou qui découlent un peu là, des travaux de la commission Charbonneau. Alors, la ministre de la Justice avait proposé l'adoption de cette loi-là. Ça, c'est un des projets de loi qu'on a étudié récemment à ma commission. C'est bon, c'est rassurant. On aime ça. Toute la commission Charbonneau, on sait que c'est assez complet et complexe aussi, je pense. Et le projet de loi 26 aussi est l'un de vos dossiers. C'était celui-là. Je ne l'ai pas nommé, je n'ai pas donné le numéro du projet de loi, mais c'était un des projets de loi. Il y en a quelques autres, là, peut-être moins sexy, parce qu'il y a du travail. C'est pas toujours spectaculaire. Là. Les gens, et on les comprend, là, ils ont d'autres préoccupations, leur famille, leur travail. Ils ne suivent pas assidûment nos travaux, quoique, et je vous encourage à le faire, sur le web, tout est diffusé. Et vous pouvez donc l'écouter quand ça vous plaît. Vous pouvez suivre les travaux des différentes commissions. On peut tout suivre. Là. Sur le web. Sur le web aussi, à la télé aussi. Il y a le canal de l'Assemblée, mais là, il y a une sélection qui est effectuée sur ce qui est diffusé sur le canal de l'Assemblée. OK. Alors que sur le web, vous avez accès à tous les travaux des commissions parlementaires. Et donc, vous avez le vidéo et vous avez la transcription des travaux. Et pour vous, est-ce qu'il y a en fait un politicien qui vous a peut-être inspiré ou un de vos favoris avant de faire le saut en politique? Ça peut être un politicien qui est plus là aujourd'hui. Mais en fait, c'est dans mon cas, j'ai beaucoup d'admiration à René Lévesque. Oui. J'estime qu'il était, au-delà de ses qualités de communicateur, à mon point de vue, est un grand démocrate. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans mon travail, même si on n'est pas de la même famille politique. Non. Quoique au départ, M. René Lévesque était membre du Parti libéral. Il a été ministre dans le gouvernement Lesage avant de quitter le Parti libéral et être à l'origine du Parti québécois dans les années 60. Belle inspiration, c'est vrai. Vous avez aussi été, comme on disait, le co-auteur avec Guy Cournoyer de votre code criminel que vous avez écrit pendant plus de 10 ans. Et votre livre a vraiment su se mériter l'estime des juges, des avocats, des policiers. On dit retrouver un contenu très réfléchi. Décrivez-nous peut-être un peu comment vous en êtes venu à produire ce livre pendant 10 ans aussi. Oui, bien, en fait, cet ouvrage... c'est plus technique. Oui, c'est très technique, là. C'est pour ceux qui s'intéressent au droit criminel, aux praticiens du droit criminel. En fait, on prend la loi, qui est le Code criminel, et d'autres lois qui s'appliquent dans le domaine. Et ce que nous avons fait, c'est que on propose des résumés de différentes décisions
qui ont interprété les dispositions du Code. Alors, on retrouve la loi et les décisions des tribunaux qui l'interprètent, de sorte que on est capable d'avoir un coup d'œil assez complet de l'étendue de la portée d'une disposition des lois applicables. Voilà. Et vous êtes, comme on sait, député de Fabre, une très belle région de Laval, comme on disait. Plus belle, oui. La plus belle, on précise. Dans votre comté, une de vos priorités, c'est d'ailleurs la zone inondable dans Laval-Ouest. Vous travaillez étroitement aussi avec le ministre de l'Environnement. Parlez-nous un peu de ce dossier-là. Oui, en fait, ce dossier-là, c'est une dispute entre le ministère de l'Environnement et la Ville de Laval là, qui a évolué depuis de nombreuses années, mais qui a été, je dirais, précipité en 2013, en juin 2013, lorsque le gouvernement du Parti québécois a forcé l'adoption par la Ville de Laval d'un règlement qui imposait de nouvelles normes, de nouvelles règles et qui créait une zone qui devenait soudainement inondable. Et avec les conséquences que ça pouvait avoir quant à la valeur des résidences, quant au ce qui était permis de faire sur les terrains. Alors ça, et donc, c'est à ce moment-là que moi, je me suis impliqué dans ce dossier-là pour essayer de trouver une solution. Mais est-ce qu'il y a vraiment une solution? Parce que vous êtes quand même sur le bord de l'eau. Oui, bien en fait, il y a la réalité du fait qu'on est sur le bord de l'eau, mais il y a aussi le fait de... Parce qu'à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une politique qui est adoptée au milieu des années 2000 par le ministère de l'Environnement pour protéger les zones riveraines. Okay. C'était ça qui était à la base du problème, du conflit. La deuxième étape, c'était de déterminer le niveau des eaux lorsqu'il y a des crues printanières. C'est très technique et je ne veux pas entrer dans les détails, mais lorsqu'on établit qu'un certain niveau d'eau est la zone où on pourrait être inondé sur une période de 20 ans, par exemple, alors, c'est ça qu'on cherchait à déterminer. Le conflit venait du fait que le ministère avait une interprétation de la hauteur de ces eaux-là, alors que la Ville en proposait une autre hauteur. Depuis donc juin 2013, il y a eu ce conflit qui s'est cristallisé et on travaille en collaboration avec la Ville et le ministère pour essayer de trouver une solution. Et on est optimiste qu'on devrait être bon pour trouver une solution prochainement. Prochainement, c'est bon. Et est-ce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires sur lesquels vous travaillez dans Fabre? Je sais que c'est une des plus belles villes, fait que j'imagine qu'il ne va pas avoir trop de dossiers non plus, mais... Bien, effectivement, en fait, c'est pas nécessairement des enjeux ou des problèmes précis ou uniques à ma circonscription par opposition aux autres circonscriptions de Laval. Parce que à Laval, on est une île, une ville, une MRC. Alors, on travaille généralement en collaboration, tous les députés ensemble, avec l'administration municipale, sur les différents problèmes. Mais, bon, si on veut parler de ma circonscription en particulier, l'accès aux services, aux soins de santé dans l'ouest de l'île de Laval est un enjeu important. On veut s'assurer que les citoyens n'aient pas à voyager de grandes distances pour avoir accès aux services de santé. Donc ça, c'est une préoccupation. Évidemment, il y a toujours la question des services de garde de qualité en nombre suffisant, mais ça, je ne pense pas que ce soit unique juste à ma circonscription, mais c'est un peu, des enjeux là, sur lesquels je me penche. Et on peut dire aussi que vous avez une très belle région sur le bord de l'eau, mais vous avez d'autres perles, d'autres trésors cachés dans Fabre. Oui. Et quels sont vos coups de cœur? En fait, encore une fois, c'est important de souligner que la circonscription de Fabre, que j'ai découverte parce que je ne suis pas natif, originaire de Laval. J'étais Montréalais d'origine et j'ai vécu toute ma vie sur la rive nord de Montréal, tout de même. Vous étiez pas loin. Dans Annecy, Cartierville. J'ai toujours vu Laval, mais de l'autre côté de la rivière. Et, mais lorsque j'ai été élu en 2012, conformément à l'engagement que j'avais pris, j'ai emménagé dans ma circonscription et que j'ai appris à découvrir pendant la campagne électorale de 2012 et depuis ce temps-là, un véritable joyau, je le répète, qui comporte
dans son centre, environ 40 de sa superficie est un territoire agricole. Donc, j'ai énormément d'activités agricoles qui, à mon point de vue, constituent un joyau qu'il faut découvrir, apprendre à découvrir, et je travaille sur ça. C'est un des dossiers sur lesquels on travaille pour essayer de mettre en valeur les produits locaux et s'assurer que les gens en bénéficient, et plutôt que de se rendre automatiquement au marché ou même aller ailleurs dans d'autres régions pour acheter des produits qu'on produit chez nous. Alors, je pense qu'on doit faire un peu d'effort pour développer ce réflexe d'aller au marché, aux petits producteurs locaux. Juste à côté de chez vous. Et voilà ce qu'on peut faire. D'ailleurs, qu'on pourrait faire, et je souhaite qu'on puisse le développer davantage, en vélo. Si on travaille pour développer notre réseau de pistes cyclables, le rendre sécuritaire, on pourrait à ce moment-là combiner l'utile à l'agréable. Et voilà, l'exercice physique. Oui. Et on découvre des régions de coin de notre ville qui est dans notre cour arrière. Alors ça, pour moi, c'est un point intéressant. Nous avons à Laval, dans la circonscription de Fabre, le seul vignoble, le seul château, pas le seul vignoble, mais un vignoble, mais qui est un château et qui est le seul château qui a le droit de se désigner comme château au Québec. Pourquoi? Pourquoi il est unique comme ça? C'est dans la conception du bâtiment qui a respecté les plans d'un château... traditionnel. Oui, c'est ça, de France. Alors, le château Taillefer-Lafont, dans Fabre, est le seul qui peut se désigner comme un château au Québec. Je suis très fière, j'en apprends. J'apprends toujours des choses, c'est le fun à savoir. Alors, on peut même visiter aussi proche de Laval, dans Fabre. Exactement. Donc, on apprend, et ça, je pense que ça, c'est un autre dossier qui a beaucoup d'avenir. Les produits, le vin qui se produit au Québec est d'excellente qualité et s'améliore à chaque année. Et donc, ça, je pense que les gens doivent l'exploiter. Mettre de côté les préjugés qu'on peut avoir sur la production des vins québécois, la qualité des vins québécois. Et je pense, je vous encourage à découvrir ces produits-là. Et puisque je suis député de Fabre, je vous invite évidemment dans ma circonscription. D'aller les découvrir à Fabre. Très intéressant. Et vous disiez qu'il y avait 40 qui étaient plutôt agricoles, mais le reste, le 60 c'est plus résidentiel? Oui, c'est ça. C'est résidentiel et où on va retrouver des quartiers très variés. Il y a le quartier on parlait tantôt de la zone inondable qui affecte particulièrement le secteur de Laval-Ouest. Qui est un secteur qui était connu, en fait, à l'origine, ça s'appelait Plage-Laval. C'était une ville, une municipalité. Ça s'appelait Plage-Laval. Et donc, c'est un secteur qui est développé depuis plusieurs décennies et qui était c'était une zone de villégiature. Alors, qui s'est transformée, qui fait maintenant partie de la ville de Laval. Alors, on a ces maisons qui datent de plusieurs années, plus petites, qui étaient de véritables chalets à l'époque, qui ont été convertis en résidence permanente au fil du temps. Alors, il y a ce quartier-là, il y a le quartier de Fabreville-Ouest, c'est-à-dire tout du côté ouest de l'autoroute 13, et il y a Laval-sur-le-Lac, où tout le monde connaît assez bien. Connaît un peu, Et la Sainte-Dorothée qui se développe aussi beaucoup. Qui est superbe aussi. Et, alors, c'est un coin formidable. Le vieux Sainte-Dorothée, d'ailleurs, mon bureau de circonscription est situé dans le vieux Sainte-Dorothée, sur la rue principale. Et j'invite tout le monde à venir me visiter. N'hésitez pas. Et peut-être qu'à l'émission, on va venir vous voir une autre saison. En fait, je vous lance l'invitation. Vous êtes la bienvenue et ça va me faire plaisir de vous faire visiter. On va aimer ça. Je vais peut-être venir en vélo, là, comme on dit qu'on peut se rendre en vélo. On pourra faire une tournée en vélo dans Fabre. Quelle belle activité. Ça serait le fun. Maintenant, j'aimerais découvrir un peu M. Ouimet après le travail. Vous avez 5 enfants. On aime ça. Votre emploi du temps doit être assez chargé. Comment vous faites pour avoir famille et Assemblée nationale? Parce que ça veut dire que vous devez faire les allers-retours Québec.
c'est une semaine épuisante? J'ai une situation, disons, qui exige beaucoup de conciliation, beaucoup de... Je dois jongler avec... Les horaires. mes différentes responsabilités. Je suis, vous l'avez souligné, je suis le papa choyé de 5 merveilleux enfants, 3 filles et 2 garçons. Donc, j'essaie de... En fait, pour moi, mon rôle de père, j'aurais même tendance à dire que mon rôle de père est plus important que tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière professionnelle. L'aspect professionnel de ma vie est moins important que mon rôle parental. Alors, j'essaie de concilier mon travail et mes responsabilités de père. Et qu'est-ce qui est peut-être le plus grand défi pour vous de vous donner dans votre travail et aussi de vous donner au niveau de votre famille? C'est exigeant, particulièrement le fait de travailler à Québec. Oui, 4 jours. En fait, c'est 3-4 jours par semaine, environ là, à peu près 7 mois par année, là, c'est au total. Okay. Là. Alors, il y a une portion qui nous permet quand même d'être présents ici, donc avoir une certaine flexibilité. Et là, évidemment, c'est plus facile dans ce contexte-là de concilier les obligations professionnelles et parentales. Mais quand on est à Québec, c'est difficile. Pour un père présent comme je souhaite l'être, j'avoue que c'est quelquefois difficile de me retrouver à Québec. Et rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur M. Ouimet? Qu'est-ce qu'il fait dans ses passe-temps? Là, si jamais il y a un petit trou là, dans son horaire? Ah, moi, je suis un amant de la nature, de l'activité physique. Pas tellement l'entraînement en gymnase que la marche, le vélo, la raquette, le ski de fond, le ski alpin, je joue au volleyball. Donc, j'aime beaucoup bouger. J'adore la nature. M'y retrouver me permet de me ressourcer. Alors, je pense que c'est peut-être un côté que les gens ignorent quand ils s'imaginent, quand on parle de l'avocat, de l'ancien bâtonnier, du député, on s'imagine quelqu'un peut-être, on peut avoir des images. Rigide. Alors que c'est pas tout à fait... Je suis plutôt atypique dans ces rôles-là. Bien, je pense qu'il faut être sportif aussi pour jongler avec tous les horaires, ça c'est sûr. Mais merci beaucoup, M. Ouimet, ça a été vraiment un plaisir. Bien, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et merci à vous à la maison d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. On vous invite à nous écrire ou à nous téléphoner aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. À la prochaine.